يالله 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 يا أخي القوم جميع مرض سكري يالله 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 يا أخي القوم جميع مرض سكري. Prise en charge du diabète dans le monde, réalisation et perspective est un peu trompeur. Après le magnifique exposé que nous venons d'entendre du président de la Fédération internationale du diabète, je pense qu'il m'est permis, avec mon expérience de plus de 50 ans dans la prise en charge du diabète dans mon pays, de vous faire quelques réflexions personnelles. Si vous prenez la peine d'ouvrir un des traités de médecine les plus célèbres, le traité d'Osler, qui a été publié à la fin du XIXe siècle, il y a quelques pages sur ce diabète. Et l'on y dit que le coma est une cause de mort sans espoir, le coma diabétique. Il nous y est dit qu'en comparaison avec l'Europe, le diabète est une maladie qui est rare aux États-Unis d'Amérique. Il nous est dit, il y a 130 ans, que l'association d'un excès d'adhésion au travail, une trop grande indulgence pour la nourriture et la boisson et une vie sédentaire prédisposent à la survenue du diabète. Il est dit dans le traité d'Osler, personnellement, je n'ai jamais vu un seul cas du diabète guérir et que la soi-disant phtisie diabétique est toujours la tuberculose. Et enfin, on disait à l'époque, on ignore la nature de cette maladie. Eh bien, avec le recul aujourd'hui, on peut dire que le coma diabétique n'est plus une maladie mortelle, sauf si l'on n'a pas l'insuline pour la traiter. On peut dire qu'en comparaison à l'Europe, les États-Unis sont aujourd'hui un des pays où il y a la plus grande prévalence de diabète. On peut dire qu'effectivement, l'association d'une vie sédentaire et d'un excès de nourriture favorise la survenue du diabète. Et vous vous souvenez tous de cet épisode du Metabolic Syndrome qui était en vigueur il y a quelques années. Je n'ai jamais vu, disait Osler, un cas de guérison d'un vrai diabète. Malheureusement, c'est encore pratiquement vrai, sauf si l'on accepte quelques cas de transplantation du pancréas ou de correction du diabète de type 2 par la chirurgie bariatrique. Et enfin, la phtisie diabétique est toujours la tuberculose. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a cette association extrêmement grave de diabète et de tuberculose à laquelle on commence à prêter attention. On ignore la nature du diabète. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir pour comprendre les causes et la physiopathologie de cette maladie. Alors, quelques réflexions personnelles, c'est cela que je veux partager avec vous. Il y a 50 ans, lorsque j'ai commencé mes premières consultations du diabète à l'Université de Liège, les seules insulines dont on disposait étaient des insulines animales. On avait le choix entre l'insuline NPH ou l'insuline dite lente. On se servait de seringues en verre. On utilisait des aiguilles qui faisaient mal lorsque l'on injectait. Et surtout, ce qui était dans le flacon d'insuline contenait une trentaine de composants, au point qu'un de mes collègues a parlé d'insuline sale. Aujourd'hui, eh bien, des grands progrès ont été faits. On dispose d'insuline humaine, soit synthétique, soit transformée à partir d'insuline animale. On dispose de cette merveille que sont les seringues dites disposables et les aiguilles nouvelles qui sont pratiquement indolores. On dispose des stylos à insuline, on dispose de pompes dans certains pays. On va vers le pancréas artificiel. On envisage des voies exotiques
d'administration de l'insuline par la bouche, par les poumons, par le rectum, et j'en passe. Mais ma réflexion rejoint tout ce que vient de nous dire Sir Michael Hirst. Tout ça est très bien, toute cette recherche est remarquable, mais il y a les besoins de base, et puis il y a la médecine sophistiquée. Alors, le pancréas artificiel portable qui est actuellement en développement est une merveille pour quelques centaines de patients. L'administration d'insuline par la voie d'aérosol est un non-sens. Voici un aérosol d'insuline avec de l'insuline marquée avec un isotope radioactif. 90% de l'insuline reste collée dans les bronches et dans les poumons, 10% seulement passe dans le sang. Quand on sait la parenté entre l'insuline et les facteurs de croissance, il faut craindre que l'administration répétée d'insuline par cette voie anormale conduise potentiellement à des cancers des voies aériennes. Rapidement, en suivant ce que vient de nous dire le président de la Fédération internationale du diabète, deux petites histoires. En 2003, Mademoiselle X au Cameroun est la fille d'un infirmier dans le service de notre prédécesseur et ami, le docteur Jean-Claude Mbagna. Elle est diabétique. Un matin, il arrive à son service, il voit le papa infirmier qui dit que sa fille de 15 ans est morte du diabète. Il était souriant parce qu'il a dit « Maintenant que nous ne devons plus nous consacrer la moitié du budget familial à cette seule enfant, nous allons pouvoir nous occuper des autres et leur permettre d'aller à l'école. » Voilà la situation dans certains pays. Une autre histoire, Guatemala 2004, une petite fille de 8 ans. Sa maman sait qu'elle a besoin d'insuline. Le flacon d'insuline coûte $10 à l'époque. Elle va chez le pharmacien. Elle n'avait que $5. Monsieur le pharmacien, je vous en prie, donnez-moi un demi-flacon d'insuline pour soigner ma petite fille. Bien entendu, le pharmacien a dit qu'on ne partageait pas les flacons d'insuline. La petite fille est morte. C'est exactement ce à quoi Sir Michael vient de faire allusion. La cause la plus commune de mort d'un enfant diabétique est le manque d'accès à l'insuline, parce qu'elle est trop chère ou parce qu'elle n'est pas disponible. Alors, Sir Michael nous a parlé de Insulin for Life qui a été développé au sein de l'IDF par un groupe remarquable d'Australiens. On connaît les efforts de l'industrie et en particulier de Novo Nordisk en collaboration avec Roche et la Fédération mondiale pour le diabète qui a développé le Changing in Diabetes Programme. Bien entendu, tout cela est réjouissant, comme cela a réjoui Sir Michael. Voici une série d'enfants qui remercient Insulin for Life. Mais ce n'est pas une réponse à long terme. Tant que l'on n'a pas fait du traitement du diabète, tant que l'on n'a pas fait de la santé une question de droit de l'homme, le problème restera présent dans de nombreux pays. J'ai été informé d'un pays du sud-est asiatique, sensibilisé par l'IDF et par d'autres, où le gouvernement a dit « Eh bien, nous avons compris le message. Nous allons donner l'insuline gratuitement à tous les enfants diabétiques jusqu'à l'âge de 4 ans. » Alors, c'est dérisoire. Le diabète en dessous de l'âge de 4 ans est extrêmement rare. Le pic d'apparition du diabète chez les enfants, les adolescents est l'âge de la puberté. Il y a encore un long chemin pour que tout le monde dispose de l'insuline et puisse se la payer. Quelques mots sur le diabète de type 2. Comme vous le savez, jusqu'en 1955,
on parlait de diabète bénin, de diabète de la maturité. Pendant 40 ans, de 55 à 95, on s'est occupé essentiellement de contrôler la glycémie. Et puis, le changement est venu avec l'étude UK-PDS, ne pas commencer l'insuline trop tard, s'occuper de traiter peut-être d'abord l'obésité avant de traiter le diabète, mettre en route un traitement multifactoriel, faire cesser le tabagisme à ceux qui fument, contrôler le cholestérol à ceux qui en ont trop, etc. Et l'on a enfin réalisé que le diabète de type 2 était probablement la cause, la première, de maladies cardiovasculaires et de mortalité. Alors au point de vue traitement, qu'est-ce que j'ai vécu? Il y a 50 ans, on venait de découvrir les sulfonylurées, on venait de proposer les biguanides sous la forme de metformine, le glucophage vous est si familier. Aujourd'hui, la metformine est considérée unanimement comme la première ligne de traitement du diabète de type 2. Les sulfonylurées sont toujours là. Alors, des innovations. On a parlé des innovations à une séance excellente cet après-midi sur les aspects pharmaco-économiques du traitement du diabète. Alors, vous savez que l'on a proposé des glitazones pour faciliter l'utilisation du glucose. On a proposé des inhibiteurs des alpha-glucosidases pour réduire les pics digestifs. On a proposé toute une série de stimulateurs de la sécrétion d'insuline, les métiglinides, les dérivés de la phénylalanine, les GLP-1 agonistes, les inhibiteurs de la DPP4. Bien, sans être trop négatif, quels ont été vraiment les grands progrès? Pas grand-chose. On nous avait parlé des cannabinoïdes, Rimonabant, Théranabant, abandonnés unanimement en raison des effets toxiques sur le système nerveux. Les glyphosines, on vous en a parlé tout à l'heure, mon collègue et ami Martin Beuskart en a parlé. Augmenter la glycosurie. Moi, quand j'étais professeur à l'université, j'expliquais que la glycosurie entraînait la polyurie, qui entraînait la polydipsie, et que la glycosurie permettait souvent de découvrir le diabète par la survenue d'une mycose génitale chez la femme, d'une balanite chez l'homme. On traite maintenant le diabète en donnant un médicament qui favorise la glycosurie. Bien, 15% des femmes ont des infections urogénitales, 10% des hommes ont des infections mycotiques génitales, et c'est un véritable progrès. Pour la plupart de ces médicaments qu'on nous propose, le critère de sélection est que ce nouveau médicament ne doit pas être inférieur à la metformine. Moi, je ne suis pas très impressionné par cet argument. J'aimerais que l'on ne développe pas des médicaments qui sont supérieurs à la metformine. Je sais que les études doivent être faites, je sais qu'elles sont longues, je sais qu'il faut voir les résultats à long terme, mais il y a encore un très très long chemin à faire dans le traitement du diabète de type 2. Alors vous savez que la grosse modification qui est intervenue au cours des dernières années est l'intervention multifactorielle magnifiquement développée par l'étude Steno à Copenhague. Le traitement du diabète, diabète de type 1 ou diabète de type 2, il y a 50 ans, la plupart du temps, c'était un modèle paternaliste. Le docteur possède la science et dit au patient, voilà ce que vous devez faire. Et le patient devait s'y appliquer. Aujourd'hui, ce modèle, et vous allez le voir en terminant dans une seconde, ce modèle a changé. On nous a parlé de médecine basée sur l'évidence. On nous propose des guidelines, des suggestions thérapeutiques. On s'est préoccupé d'éduquer le patient. On s'est préoccupé de donner au patient une certaine autonomie. Et je viens de le dire, on développe un traitement tout à fait individualisé.
les guidelines. Alors j'adore le langage de Madame Thatcher, Margaret Thatcher, Premier ministre du Royaume-Uni. Madame Thatcher, les guidelines sont exactement ce qu'elles sont. Ce sont des suggestions, des propositions, ce n'est pas la loi. Mais, pose une question, faut-il suivre les guidelines? Bien entendu, les guidelines doivent être suivies, mais ce n'est pas vraiment la loi. C'est la raison pour laquelle elles sont des guidelines et ne sont pas la loi. Et, de toute façon, elles doivent être appliquées selon les circonstances. Comme langage de bois, je n'ai jamais vu quelque chose de plus remarquable. Alors, notre prise en charge des patients au cours des dernières années a été profondément modifiée et je vous présente 2 diapositives du docteur Gérard Réac de Paris. La médecine basée sur l'évidence de Cochrane et de ceux qui l'ont suivi, l'éducation du patient, en route maintenant depuis les années 70 avec Leona Miller, et le principe d'autonomie du patient qui a été développé un peu plus tard. Alors, voici les 4 modèles possibles pour traiter un patient diabétique. Le premier modèle, en haut à gauche, le vieux modèle, paternaliste, je décide pour vous. Le deuxième modèle, je vous donne les informations. Le troisième modèle, je vous donne les faits et vous déterminez vos préférences. Et enfin, je vous dis quelles sont mes préférences à moi. Eh bien, c'est ce modèle d'approche du traitement du patient diabétique est celui qu'il faut suivre aujourd'hui. Le modèle paternaliste « je décide pour vous » n'est plus de mode. Le modèle informatif, je vous donne les faits. Et intervient ici toute l'éducation du patient, avec toute l'empathie entre le médecin et son patient. Et maintenant que vous avez les faits, dites-moi quelles sont vos préférences. Et par une démarche de sympathie entre le patient et son médecin, sur la base de tout ce que vous venez de me dire, je vous dis ce que moi je suggère. Eh bien, ce mode de traitement, bien entendu, est celui qui doit être aujourd'hui appliqué. Il prend du temps, mais c'est nécessaire. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, au XIe siècle, Salluste a proposé cette carte du monde que vous avez sous les yeux. En haut à gauche, l'Afrique, où nous sommes. En haut à droite, l'Europe, entre les deux, la mer Méditerranée. Entre l'Afrique et là, en dessous, une grande rivière, Morsi, Adel, le Nil, qui sépare le chemin vers l'Asie. C'était la vision que l'on se faisait du monde. Le monde aujourd'hui est beaucoup plus compliqué. Vous en avez ici une vue globale. Ce monde est aujourd'hui l'objet d'une attaque d'une dimension extraordinaire de la part des facteurs que nous avons, à vrai dire, nous-mêmes créés, faisant que, Sir Michael nous l'a dit, dans quelques années, plus d'1 milliard de personnes, 1/7 de la population mondiale sera touchée par le diabète. Je vous remercie tous d'essayer d'éviter cette catastrophe.